La France peut s'enorgueillir d'être l'une des très grandes puissances navales sous-marines à travers le monde. En réalité, elles sont très peu nombreuses, car la maîtrise de cette technologie est une véritable prouesse d'ingénierie et de savoir-faire que peu de pays et de marines maîtrisent en réalité. Et dans ce domaine, la France a toujours brillé. Mais malheureusement, les élèves les plus brillants peuvent aussi être frappés par la fatalité et le drame. Nul n'est jamais infaillible. Nous le savons par expérience et l'histoire de la mystérieuse disparition du sous-marin Minerve, appelé aussi plus affectueusement la Minerve. Le samedi 27 janvier 1968, au petit matin naissant, tout près du cap Sissier, au large de la rade de Toulon, dans le département du Var, via à point nous le rappeler si besoin était. Alors que la Marine nationale procède en mer Méditerranéenne à une semaine d'exercice de préparation de défense maritime pour ce sous-marin d'attaque à propulsion diesel électrique français, le Minerve. Identifié et enregistré comme étant le S-647, un drame absolu va se produire. Ces exercices sont classés comme étant plutôt de routine en ces temps-là et permettent de maintenir la haute capacité opérationnelle du navire. Mais, en quelques secondes à peine, le submersible va disparaître à jamais, de façon totalement incompréhensible pour l'époque, emportant avec lui un équipage rodé et professionnel de 52 sous-mariniers. Et 30 ans durant, le mystère va persister, ouvrant les pires hypothèses. Revenons tout d'abord sur le sous-marin victime de cette avarie majeure. C'est un navire récent, puisque mis en chantier en mai 1958, baptisé le 30 mai 1960 et livré à la Marine nationale en juin 1962 à Nantes, port où il a été mis en chantier 4 ans auparavant seulement. Il fait partie de la classe Daphné, des submersibles d'attaque conventionnels de 800 tonnes, construits au nombre de 26, en tout, pour la Marine nationale et l'exportation dit à haute performance. Bref, le fleuron de ce que la Marine nationale sait faire dans ce domaine à cette époque-là. Et cela se sait dans le milieu autorisé et ultra concurrentiel des grandes flottes mondiales. Il sera finalement admis au service opérationnel le 10 juin 1964, après une intense période d'essai de 2 ans où rien ne lui a été épargné, tant le niveau d'exigence est élevé. Car n'est pas sous-marin français qui le veut. Il intègre dès lors la première escadrille de sous-marins basée à Toulon. Pour l'histoire pure et dure, disons tout simplement que ce type de sous-marin, de réputation robuste et fiable, a été également vendu aux marines du Pakistan, du Portugal, d'Espagne et d'Afrique du Sud. 26 sous-marins de ce type seront construits entre 1960 et 1975. Rappelons aussi que son nom de baptême s'inspire de celui de la déesse romaine des métiers et des artisans, mais également déesse de la guerre, jadis sortie armée et casquée du crâne de Jupiter selon la mythologie. Divers navires de surface est un premier sous-marin ayant servi lui de 1936 à 1943 dans les forces navales françaises libres, le Q-185, ont déjà porté ce même nom. Tout et même l'impossible sera mis en œuvre dans les 4 jours qui suivent ce petit matin fatidique de janvier 1968, où l'on sait avec certitude qu'il reste encore de l'oxygène à bord, pour tenter de le localiser et de l'assister. Mais ce sera en vain. Il faudra alors, même si c'est terrible, même si cela paraît alors inacceptable, se faire une raison. Le sous-marin a bel et bien disparu en Méditerranée. Disparu corps et bien. Et ironie du sort, tout aussi cruelle, un autre sous-marin français de la même classe de submersible, l'Eurydice, disparaîtra en 1970 dans la même région de la mer Méditerranée, au large de la ville de Saint-Tropez, cette fois-ci, toujours dans le département du Var, dans des conditions, elles aussi, incompréhensibles.
Malgré une enquête minutieuse hors norme, à la fois technique, judiciaire et militaire, malgré des recherches intensives menées tout azimut, les causes de la perte du bâtiment n'avaient pu être établies précisément, ni en 1968, ni pendant les années après. Ce n'est que 31 ans plus tard, en 2019, après des années de recherches infructueuses menées par le ministère de la Défense, où le désespoir semblait gagner une fois encore, que la découverte de l'épave à 45 km au large de Toulon et par 2230 mètres de fond amènera une bouffée d'espoir et livrera enfin ses premiers secrets. Précisons ici aussi, pour que l'histoire contée reste objective, que l'année 1968 a été une année noire pour le monde sous-marin, à travers les mers et les océans du globe. En effet, 3 autres submersibles disparaîtront au cours de la même année 1968. Le sous-marin israélien INS Dakar, l'américain USS Scorpion et le sous-marin soviétique K-129. Cela rappelle aussi, avec force et réalisme, que le métier de sous-marinier est et reste un métier dangereux. Ajoutons, pour être très précis et tout à fait en phase avec l'histoire maritime contemporaine, que les sous-marins de la classe Daphné venaient juste après ceux des types Arétus, plus anciens, plus conventionnels. Ils étaient tout simplement de leur temps avec énormément de qualité, avec des qualificatifs élogieux, de haute performance. Et n'oublions pas qu'ils préfiguraient déjà les fameux SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, armes de la dissuasion nucléaire française. Revenons donc, au vu des éléments recueillis au fil du temps par les chercheurs et les historiens, essentiellement français mais aussi étrangers, sur la chronologie des faits telle qu'elle est rapportée. Elle n'expliquera sans doute pas le drame dans tous ses détails, mais elle aura pour seule ambition, modeste s'entend, de mieux nous faire comprendre ce qui a pu se produire en mer ce matin-là, causant la perte du submersible. Nous voici donc plongés au cœur de ce drame peu commun et rarissime, qui a marqué toute la France. En effet, pendant les journées de recherche intensive, il n'est pas un foyer qui n'était pas rivé à son transistor ou à sa télévision, suivant en direct les émissions spéciales des reporters de la seule chaîne de télévision existante ou de la grande station de radio nationale, chose tout à fait incongrue en ces temps-là. C'était encore d'autres temps. Nous voici à Toulon, en mer Méditerranée. Tout le monde connaît la ville, sœur mal aimée de Marseille, car trop proche, mais sœur glorieuse avec son histoire militaire, son port et ses marins. Elle est le port d'attache de la flotte française de la Méditerranée et vit là ses années de gloire, le chant du cygne, en quelque sorte, pour la marine nationale d'alors, avant de profondes restructurations. Mais Toulon restera toujours un grand port militaire, port d'attache et de relâche de nombreux navires militaires français ou étrangers. Une grande semaine d'exercice maritime a lieu en mer Méditerranée lors de ces derniers jours du mois de janvier 1968, pour éprouver le submersible. Il n'y a là, rappelons-le, rien que de très normal, pour toujours garder la pleine capacité opérationnelle des navires de la flotte. C'était minutieusement planifié, organisé dans les moindres détails, échelonné sur plusieurs jours à suivre et coordonné par l'amirauté. Le temps n'est pas franchement de la partie, en ce mois d'hiver éprouvant, mais ce n'est rien pour des marins aguerris. Et fataliste, on se dit aussi qu'on n'affronte pas toujours l'ennemi par beau temps et belle mer. L'exercice est donc maintenu. Le samedi 27 janvier 1968, c'est déjà, diront certains, enfin diront d'autres, le dernier jour d'exercice pour le submersible Minerve, qui a effectué une semaine de stage de mise en condition opérationnelle, suivant de près de la prise de commandement du lieutenant de vaisseau Fauve, le patron désormais.
Jusque-là, tout s'est bien déroulé. L'exercice a été en tout point conforme aux exigences de la Marine nationale. Tard dans la soirée, si tout va bien, il regagnera enfin sa base d'attache au port militaire de Toulon. Et une fois le submersible arrimé, l'équipage débarquera et prendra alors un repos bien mérité. Nous l'avons vu et compris, la semaine a été intensive. Cette arrivée à quai est programmée pour 21 heures. Rappelons qu'à bord, mais c'est une évidence pour tous ceux qui connaissent le monde si particulier des sous-mariniers, on ne voit pas le jour, ou alors si peu. Un moment pris quelquefois sur le kiosque, parfois en fin de journée, la lumière rasante, et que le travail se fait en rotation successive de 3-8. Par essence, un sous-marin doit rester discret. Ce samedi 27 janvier 1968, à 1h15 précisément, le sous-marin qui a refait surface pour quelques minutes, dans la nuit noire de l'hiver provençal, débarque l'officier d'entraînement de l'escadrille, le lieutenant de vaisseau Marc Merlot, dans la rade des Vignettes, là-bas au large de Toulon. Cet officier expérimenté a supervisé le haut degré d'entraînement de l'équipage de la Minerve depuis le 21 janvier dernier. Sa mission accomplie, il va débarquer, laissant la main au patron pour les ultimes exercices de réglage prévus ce samedi et le retour en rade et au port d'attache. Ayant replongé aussitôt, le sous-marin doit alors faire un demi-tour, conformément aux ordres reçus, vers le secteur identifié T65, où il doit opérer jusqu'à 20 heures, afin d'effectuer des exercices conjoints avec un avion de patrouille maritime, Breguet Atlantique. Il s'agit essentiellement de calibrer le radar embarqué de l'aéronef et du sous-marin. Le sous-marin navigue à une vitesse plutôt lente, vitesse d'environ 7 nœuds, et se trouve à l'immersion périscopique. L'aéronef de surveillance maritime, un Breguet Atlantique, a décollé de la base d'aéronautique navale de Nîmes-Garons, dans le département du Gard, très précisément à 6h54, la tour de contrôle qui a tout enregistré faisant foi. L'opérateur radio de l'aéronef prend contact une première fois avec le submersible à 7h19. Il se trouve alors à 25 nautiques des côtes françaises, soit un tout petit peu plus de 46 km. Ajoutons que cette base aéronavale a été fermée en 2011 et transférée au Canadair de la sécurité civile, qui couvre alors tout le sud du pays et même plus. Le temps s'est encore dégradé, créant des rafales de vent de près de 100 km/h. Vitesse mesurée sur les anémomètres de surveillance et d'observation des caps maritimes. La mer a forci, sévèrement même, et les mauvaises conditions météorologiques, entraînant des liaisons radio plus qu'aléatoires par radio UHF, conduisent à réduire l'exercice initial à 2 passages seulement et à la seule calibration du radar de l'avion. Car l'aéronef, pourtant construit pour voler par tous les temps, est également durement secoué. À bord du submersible, un changement de quart habituel est programmé pour 8 heures et l'équipage s'y prépare, comme d'habitude, avec rigueur et strict respect des consignes. Là aussi, il n'y a rien de surprenant ou d'anormal. À bord du submersible, on trouve un équipage classique, composé de 52 hommes, 6 officiers, 16 officiers mariniers, qui sont en fait des sous-officiers, et 30 quartiers-maîtres et matelots. Pour différentes raisons, 7 membres de l'équipage n'étaient pas à bord, sans que cela n'affecte nullement la capacité de navigation, de manœuvre et surtout pas la capacité opérationnelle du navire. Sinon, ils n'auraient tout simplement pas pris la mer, car dans la marine nationale, comme ailleurs, on ne transige pas avec la sécurité. Mais juste avant cela, à 7h55 très exactement, alors qu'on s'apprête à se remplacer poste par poste, pour ce qui devait être l'un des tout derniers quarts,
le navire naviguant toujours à l'immersion périscopique et au snorkel, ce tube métallique d'aération qui immerge de la ligne de flottaison du sous-marin, comme prévu par l'exercice, dans une forte houle. Le second maître radio Nicolas Megli-Signo demande par radio à l'avion qui vole quelque part dans le ciel au-dessus de lui la confirmation de la fin de l'exercice conjoint. Mais hélas, le contact radio cesse d'une manière unanimement qualifiée dans le rapport d'enquête d'abrupte rupture définitive de la liaison, confirmée par ailleurs par tous les acteurs auditionnés post-drame par la commission d'enquête. Ce sera le dernier message radio effectif, émis par le sous-marin, qui va rapidement couler par des fonds de l'ordre de plus de 2350 mètres de profondeur, alors que sa limite de sécurité de plongée est, par construction, de 300 mètres. En effet, ce tragique samedi 27 janvier 1968, dans les minutes qui suivent, à 7h59 et 23 secondes très exactement, la Minerve va disparaître corps et biens au large du cap Sissier, avec son équipage habituel de 52 hommes à bord. La dernière position relevée et connue du sous-marin est à la latitude de 42 degrés et 40 minutes nord et à la longitude de 5 degrés et 57 minutes est. C'est très précis et donne bon espoir de retrouver le sous-marin. Mais nous verrons que dans ce domaine, l'espoir reste lui aussi très fragile. Le Breguet Atlantique, resté 2 fois sans aucune réponse du submersible, qui a signalé la défaillance radio et l'absence en tout cas de réponse provenant du submersible, opère finalement un demi-tour à 8h09 et se dirige vers sa base de Nîmes-Garons. Sans tarder, l'équipage et le personnel au sol de la base refont le plein des réservoirs, permettant ainsi à l'avion de retrouver à nouveau sa capacité de projection si besoin est. Et cela arrivera. Si l'absence de réponse radio peut être mise, dans un premier temps, au crédit du très mauvais temps régnant alors sur l'ensemble de la zone, altérant la transmission d'ondes radio, l'inquiétude grandit quand même crescendo chez tous les personnels engagés qui veillent. Et cette inquiétude est confortée par l'absence totale de vacations radio entre la base des sous-marins de Toulon et le submersible, même aux heures initialement programmées, durant la matinée puis la journée du samedi 27 janvier 1968. Aucun navire, aucun submersible, jamais ne loupe ses vacations radio. C'est une règle d'or et de sécurité. Alors l'inquiétude grandit encore d'un cran. L'absence du submersible, après un délai normal de carence de 4 heures, est finalement relevée à 1h du matin le dimanche 28 janvier 1968 par les officiers de permanence à la base des sous-marins de Toulon et à l'Amirauté. On a sans doute perdu le sous-marin. Dans ces cas-là, une alerte sous-marin disparu est lancée. Elle sera effective à 2h15 cette nuit-là. La procédure de recherche est ainsi officialisée. L'alerte est aussitôt transmise à tous les ports, toutes les unités radars de la Côte d'Azur, à toutes les unités de la police nationale, des douanes, de la gendarmerie nationale, des affaires maritimes littorales. On garde discrètement l'espoir que le submersible ait fait surface pour tenter de se faire repérer, voire s'échouer quelque part, en détresse peut-être et sans moyens autonomes. Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 janvier 1968, à 2h30, la nuit est en noir, sans lune apparente, avec un fort vent permanent et une houle bien creusée. Un tout premier navire, l'escorteur d'escadre Khazar, appareil de Toulon. À son bord se trouve un contre-amiral toulonnais qui va coordonner l'ensemble des recherches. Car on sait également que les sous-mariniers vont tout entreprendre et tout essayer pour se faire repérer et assister. On apprend cela d'entrée dans la marine nationale. Le matin même, les familles des 52 sous-mariniers du bord sont directement prévenues par l'Amirauté de Toulon,
de la situation telle qu'elle est connue et de la possible disparition du bateau. Notons que personne ne parle encore, abruptement, de perte du submersible. La presse diffuse l'information dès le dimanche 28 janvier 1968, à midi, lors de journaux et communiqués spéciaux. Les premiers véhicules radio, siglés aux couleurs et noms de plusieurs grands médias français, se pressent déjà aux portes de l'arsenal de Toulon, soigneusement gardé par les gendarmes maritimes. Il est un fait que le drame pressenti rencontre déjà un écho considérable dans tous les médias. En parallèle, dès le dimanche 28 janvier 1968, à midi, toutes les activités nautiques de la Marine nationale sont suspendues en Méditerranée et sont remises sine. Ailleurs, en Manche et dans l'Atlantique, des moyens maritimes et aériens supplémentaires sont mis en alerte et parfois même prépositionnés. Tout cela est assez facile pour un dimanche d'hiver où l'activité est plutôt calme, mais paradoxalement, cela ne passe pas inaperçu pour la population qui voit une agitation folle se produire dans et autour du port militaire, de la préfecture maritime et de l'ensemble des administrations en général. Les hôpitaux militaires Sainte-Anne à Toulon et l'Aveyron à Marseille sont également mis en état d'alerte et cela renforce encore la rumeur. La préfecture maritime bruise de façon évidemment anormale pour un dimanche d'hiver. Les sapeurs-pompiers, les policiers en ville, les gendarmes ailleurs ratissent les côtes, les plages, les anses, les ports, les criques. De nombreux navires de surface et plusieurs submersibles sont mis en état d'alerte, équipages récupérés et embarqués au fur et à mesure qu'ils se présentent au port. Certains navires ont déjà reçu l'ordre dans la matinée d'appareiller, notamment ceux munis de sonars et de radars de détection. Sous l'autorité du chef d'état-major de la Marine nationale, des navires de recherche spécialisés ou adaptés basés dans les autres grands ports militaires français, ceux de Lorient, Brest et Cherbourg, s'apprêtent eux aussi à rejoindre l'armada de recherche déployée en mer Méditerranée. Et durant cette même et tragique journée du dimanche 28 janvier 1968, on apprendra au sein du poste du commandement de l'Amirauté à Toulon que le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, a signalé que le 27 janvier à 7h59, la veille donc, ses laboratoires chargés de détecter et surveiller toutes les explosions souterraines ont enregistré une forte implosion en Méditerranée, au large de Toulon. Tout cela devait être vérifié et comparé car les informations sont de taille. En même temps, les diverses stations sismologiques rattachées, elles, à l'Institut de la physique du globe, l'IPG, confirment bien l'existence de ce signal anormal et brutal sur leur enregistrement sismographique de routine, tous réglés à une vitesse précise calibrée au 1/10 de seconde près. À Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, en premier lieu, à 7h59 et 42,4 secondes. À Chaudane, dans les Alpes de Haute-Provence, aussi à 7h59 et 46,9 secondes. À Serponçon, dans les Hautes-Alpes, enfin, à 7h59 et 56,5 secondes. Cette onde de choc est estimée, avec une marge d'erreur faible, comme étant située au large de Toulon. Les spécialistes qui analysent longuement ces données avant de les communiquer finalement aux autorités maritimes n'ont hélas que peu de doutes qui peuvent encore subsister. L'onde de choc enregistrée, qui est seule et isolée, pourrait bien être celle qui a résulté de l'implosion de la coque du submersible aux alentours de 600 voire 700 mètres tout au plus en profondeur. La probabilité est plus que forte.
Cette découverte subite et surprenante, qui tombe cependant à point, reconnaîtront les experts, est tellement tragique et sensationnelle qu'on se dépêche aussitôt d'entreprendre des recherches des signatures analogues ou proches sur tous les enregistrements provenant d'autres stations et on entreprend parallèlement des expériences de confirmation d'impact ou de choc sur toutes ces stations. Elles amèneront hélas la certitude que, outre les stations déjà citées, d'autres stations rattachées au laboratoire de détection et de géophysique, la LDG des Alpes, dont celui situé à l'Orgue Saint-Paul en forêt, l'Amour, ont également enregistré des signaux forts, dus à un ébranlement inexpliqué, très rapide, très brutal et très conséquent. En conclusion de toutes ces données, l'étude menée par le service technique des constructions et armes navales, travaillant sur l'impact d'un sous-marin contre le fond ou une forte implosion, ne retiendra au final que l'hypothèse, terriblement crédible malheureusement, d'un écrasement brutal par la pression de l'eau, allant crescendo, plus on va vers le fond, vers 600 ou 700 mètres de profondeur, d'un récipient solide, en fait la coque de submersible d'une capacité intérieure d'environ 700 mètres cubes d'air, ce qui correspond bien à l'enveloppe intérieure des sous-marins du type Daphné, à la position initiale calculée par le LDG des Alpes et confirmée par tous les sismographes et enregistreurs de l'époque. On redoute là que le pire a bien dû se produire. À Toulon, comme nous l'avons déjà dit, l'amirauté ne perd guère de temps et lance rapidement les recherches puisqu'on croit connaître en gros la zone supposée de disparition du submersible. Car même s'il a implosé, l'hypothèse pour le moment encore taboue dans les communiqués, il faut essayer de le localiser et de le retrouver. Et au petit matin naissant, une véritable flottille a déjà investi la mer Méditerranée, au large du Var et des Bouches-du-Rhône, alors que les Breguet atlantiques et les Neptunes de surveillance maritime, notamment ceux de la flottille de Nîmes-Garon, dans le Gard, et de Saint-Mandrier dans le Var, mais aussi ceux des flottilles de surveillance et de patrouille maritime, venus tout exprès de Bretagne, secondés par les hélicoptères du porte-avions Clémenceau, qui lui navigue au large, quadrille le ciel. Ils sont à l'affût du moindre indice flottant en surface, ou entre deux creux de la mer, susceptible de les éclairer sur le devenir du submersible. Car le temps qui passe ne fait qu'ajouter à l'inquiétude des officiers et des familles désormais réunies à l'amirauté. À Paris aussi, l'état-major de la Marine nationale a activé une cellule de crise, informée en temps réel toute avancée. Ces premières recherches intensives menées sur la zone présumée de la disparition, élargies au fur et à mesure du temps qui passe, s'échelonneront sur plusieurs jours, sans rien apporter de probant. Absolument rien ne flotte en surface ou entre deux eaux, ce qui fait que l'espoir même mince subsiste toujours. Si des échantillons de carburant sont bien repérés en mer et prélevés aussitôt, rien cependant ne permet de les attribuer de façon formelle à la Minerve. En effet, la zone observée est très fréquentée. Rappelons que la mer Méditerranée est une mer fermée entre le canal de Suez et le détroit de Gibraltar, et que tous les navires, civils, de pêche ou militaires, navires de surface ou submersibles en plongée, utilisent le même carburant. Un sac à ordures provenant de façon certaine d'un sous-marin est retrouvé par un hélicoptère du porte-hélicoptère Clémenceau, qui participe aux recherches. Mais son appartenance au sous-marin Minerve n'est pas établie, faute d'identification et de traces d'usure anciennes. Le samedi 3 février 1968, l'espoir s'est sérieusement amenuisé auprès des secouristes, chercheurs militaires et civils. On sait, car les calculs sont implacables de justesse, que l'oxygène s'est raréfié et qu'il est venu à manquer. C'est cruel et inévitable, et tous les sous-mariniers acceptent ce risque. Le dispositif de recherche a donc été réorienté vers la possible découverte d'une épave, voire de parties plus ou moins grosses, de superstructures métalliques.
Mais là non plus, rien ne vient encourager les maigres espoirs des secouristes. Mentionnons également, et c'est tout à l'honneur de la Marine nationale, que les membres des familles et les proches des 52 sous-mariniers ont très vite été pris en charge par l'Amirauté à Toulon. Car la Marine nationale et à son sein les équipages de sous-mariniers forment depuis toujours une seule et grande famille. Même le président de la République, le général de Gaulle, ancien militaire, se tient informé en temps réel de l'avancée de l'enquête et des recherches entreprises. Le jeudi 8 février 1968, un hommage solennel est rendu à Toulon aux sous-mariniers disparus. Le président de la République, le général de Gaulle, qui est de surcroît parent éloigné d'un officier du bord, le présidera avec toute la gravité et la solennité qui s'y attachent. Le président effectuera d'ailleurs le même jour une plongée symbolique sur les lieux présumés du naufrage, se mêlant à l'équipage à bord d'un autre sous-marin de la même classe de submersible, l'Eurydice, qui devait disparaître lui aussi en mer Méditerranée dans des circonstances quasi analogues 2 ans plus tard au large du cap Camarat. Il n'est que le 2e président de la République à effectuer une telle plongée après Émile Loubet, qui était monté à bord du submersible Gustave Zédé le 11 avril 1901, déjà à Toulon lors des fêtes de la ville portuaire. Dès la veille, le mercredi 7 février 1968, une décision ministérielle parue au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française, attribue à l'ensemble de l'équipage du sous-marin Minerve la citation suivante à l'ordre de l'armée de mer. Je cite: armant un sous-marin à haute performance dans les conditions très exigeantes de la navigation sous-marine, ont toujours donné un haut exemple de valeur professionnelle et de dévouement au bien du service. Disparus en service commandé avec leur bâtiment devant Toulon le 27 janvier 1968. Les recherches coordonnées sont finalement interrompues au début du printemps de l'année 1968. Où seules des missions de surveillance et d'observation, devenues plus ponctuelles, quadrillent encore la mer Méditerranée et le ciel provençal. Les marines étrangères ont elles aussi reçu toutes les informations susceptibles de participer à la découverte de l'épave de la Minerve. L'été amènera encore une baisse de la garde. Seule une surveillance plus classique reste exercée tout l'été durant. En septembre de l'année 1968, la Marine nationale lance une seconde campagne de recherche intensive, baptisée Remineur, acronyme choisi pour Recherche Minerve. Cette campagne de recherche intensive, où la marine est renforcée par le navire hydrographe La Recherche et le bathyscaphe Archimède, ce dernier étant tout particulièrement adapté aux plongées en grande profondeur, va durer 13 mois en tout, et les équipages à bord vont passer en revue presque toute la mer Méditerranée. On part en effet du principe que le submersible aurait pu dériver lentement, au gré des courants de fond, et finir par aller s'échouer ailleurs. Même si le risque était connu et accepté, il se serait brisé en plusieurs morceaux. Elle ne permet pas, hélas, de localiser l'épave du navire. Dès lors, au vu des dégâts estimés par les experts, confirmés par tous les calculs enregistrés et maintes fois encore vérifiés, que le naufrage du submersible, intervenu très rapidement et sans doute de façon quasi instantanée, serait dû à une soudaine entrée d'eau, massive sans aucun doute possible, induite très certainement par une avarie brutale du tube d'aération Snorkel, cumulée à une brusque avarie de la barre, possiblement à la suite d'une collision avec un bateau de surface. Mais cette dernière hypothèse reste encore à confirmer. Souvenons-nous juste que la mer Méditerranée est une zone toujours densément fréquentée, même par mauvais temps. Car pour l'instant, les causes exactes du drame ne sont pas encore connues et mises en avant de façon officielle.
La défaillance subite d'un clapet d'étanchéité de ce système d'aération snorkel utilisé à bord de tous les sous-marins de l'époque, en l'absence d'effets positifs des diverses sécurités prévues pour jouer leur rôle en pareil cas d'avarie, aurait de fait entraîné l'entrée massive d'eau dans le bâtiment. Sa mise en pointe très rapide avec création immédiate d'un fort angle d'incidence, le poussant dans une plongée par gravité non retenue et un naufrage très rapide et irrémédiable. Un premier rapport parcellaire daté du 17 février 1968, puis un second rapport d'enquête daté lui du 2 juillet 1968, sont établis au cours de la fin de l'hiver et de l'été 1968. Ils mettent tous deux en avant une cause initiale la plus probable de l'accident, qui résulterait de la possible avarie de la gouverne de profondeur, subitement privée d'huile, ce qui a pu entraîner une plongée très rapide avec un fort angle de plongée, irrattrapable par l'équipage, comme nous l'avons vu juste avant. La commission d'enquête qui a rendu ce rapport était présidée par l'amiral Jules Evenou, assisté de 4 officiers expérimentés. Elle rend ses conclusions le 14 août 1968, conclusions qui ne permettent pas, alors en l'état des documents analysés et des connaissances acquises, d'imputer le drame à une cause formelle précise. Il en résultera simplement, mais c'est essentiel pour annihiler la faute humaine toujours si tentante, que le lieutenant de vaisseau André Fauve, commandant du submersible, possédait plus de 7000 heures en plongée durant les 4 dernières années passées à bord de ce type de sous-marin. Et il avait pris son commandement à bord le 17 janvier 1968 seulement, et était sous-marinier depuis 1961, soit 7 ans. C'est un officier brillant qui a succédé sans encombre et avec les capacités et qualités requises au capitaine de vaisseau Philippe Bouillot, précédent commandant du submersible. L'équipage à bord était très compétent et particulièrement entraîné. Le sous-marin n'avait jamais connu d'anomalie après 10 000 heures de plongée effective. Son dernier grand carénage remontait à 1967, soit à moins d'1 an. Le rapport d'enquête remis ne précise pas cependant si les flexibles d'alimentation d'huile avaient ou non été changés. Les auditions qui avaient été prises dévoileront que le changement des flexibles n'était ni systématique ni obligatoire lors des carénages, ni même signalé dans le rapport de fin de carénage, permettant la remise à l'eau du navire examiné. De même, le rapport d'enquête remis ne remet nullement en cause ni se propose quelques modifications quant aux choix initiaux liés à la conception même de ces navires, de bloquer les barres arrière en position maximale de plongée en cas de manque d'huile. Le rapport d'enquête remis suggère enfin plusieurs pistes d'amélioration, en particulier en matière de formation des équipages, à la sécurité en plongée et en cas d'incident. Apportons ici une précision de taille, sans incidence directe cependant sur le drame. Des avaries de barres de ce type sont déjà survenues sur les sous-marins de type Daphné, notamment sous le sous-marin Galatée en 1962 ou le Guinotte en 1975, l'un comme l'autre ne devant finalement leur salut qu'à la faible profondeur d'immersion. Ce fut encore le cas de la Diane, submersible de la classe Daphné, enregistrée comme étant le S-642, toujours en cette année 1962, qui a coulé en plongée à seulement 50 mètres. De même pour le submersible, la Flore, qui, le 19 février 1971, embarque énormément d'eau de mer en très peu de temps, mais reste tout juste manœuvrable. À l'immersion périscopique, on estime qu'une voie d'eau n'empêche généralement pas le navire de manœuvrer correctement pour revenir en surface. Cette hypothèse de recherche et d'analyse sera cependant largement démontée plus tard, bien plus tard, dès la découverte de l'épave du submersible, où rien sur les pièces et morceaux vus et étudiés avec soin n'induit la survenue, même partielle, d'une telle avarie. La troisième cause examinée est celle d'une explosion survenue à bord,
Mais on sait avec certitude que le sous-marin n'emportait aucune torpille susceptible d'exploser. Sa batterie était neuve de surcroît. Cette hypothèse tombera elle aussi d'elle-même lors de la découverte des restes du submersible. Enfin, la quatrième et dernière hypothèse étudiée, l'entrée d'eau soudaine pourrait également provenir d'une collision avec un autre navire, de surface probablement, et peut-être un navire de commerce. Cette hypothèse d'une entrée d'eau brutale est également avancée à la suite des plongées sur l'épave du 31 janvier et du 1er février 2020. Une nouvelle et troisième opération de recherche est programmée au cours de l'année 1970, avec le concours d'un navire de guerre américain, l'US Mizar, dont les équipements de pointe avaient déjà permis de localiser l'Eurydice, cet autre sous-marin disparu en 1970, en utilisant une technique révolutionnaire à cette époque, s'agissant d'un traîneau sous-marin du nom de Troïka. Mais le temps manque hélas, la manœuvre étant précise mais lente, et les recherches n'iront pas plus loin, vu l'immensité de la zone à couvrir. Notons qu'à ce stade-là, une folle rumeur a couru, un court temps, il est vrai, ouvrant la porte aux pires hypothèses, souvent farfelues, car il était alors impensable, dans l'esprit de tout à chacun, de ne pas arriver à localiser une épave au fond de la mer. Auparavant, il nous faut faire un petit rappel historique pour bien comprendre l'enchaînement de l'enquête. Christophe Hanus, fils de l'un des officiers du bord disparu, obtient en 2007, à l'invitation du président de la République, M. Nicolas Sarkozy, une dérogation spéciale l'autorisant à consulter les archives de la Marine nationale. Mais hélas, il n'y découvrera rien qui puisse l'aider à éclaircir ce mystère. Pas plus que d'autres membres d'autres familles de disparus, ayant eu accès à ces mêmes données. On a même soupçonné, à tort sans doute, la Marine nationale de vouloir taire certaines informations confidentielles compromettantes. Mais rien, jamais, n'étayera ces soupçons. Bien plus tard, puisque nous sommes en 2018, le fils du commandant disparu de la Minerve, Hervé Fauve, s'adresse à la présidence de la République pour demander très officiellement une levée anticipée du timbre, secret défense, couvrant l'ensemble du dossier du sous-marin Minerve. Celui-ci est enregistré et soigneusement conservé aux archives depuis 1977. Et sa déclassification initiale ne devait dès lors intervenir que 50 ans après la pièce la plus récente ajoutée au dossier, datée de 1970. Cela n'ouvrait donc de perspective qu'à partir de 2020, au mieux, avec en arrière-plan un risque réel de reconduction automatique d'une nouvelle période de 10 ans. Il argue que le dossier est sans doute vide, au dire de ceux qui l'ont déjà consulté, qu'il n'y aura aucune incidence sur d'autres sous-marins du même type, tous retirés du service actif et démantelés, qu'il ne contient aucun élément contraire ou opposé à la sécurité de l'État, et surtout que les familles vivent dans l'espérance de cette levée, le temps passant inexorablement. Le miracle tant espéré va peut-être avoir lieu car le 14 octobre 2018, le journal Var-Martin publie un article choc où il est dit qu'outre Hervé Fauve, 18 autres familles des 52 marins disparus ont adressé une lettre ouverte à divers élus de la rade de Toulon pour que reprennent les recherches et que l'épave soit enfin retrouvée. C'était alors, et c'est encore un symbole fort, le seul bâtiment militaire français disparu en mer depuis 1945 et dont la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont l'épave n'avait pas pu être localisée. Peu après le relais médiatique ayant porté ses fruits, le ministère de la Défense et la Marine nationale annoncent conjointement, le 8 novembre 2018, que cette demande va être réétudiée avec soin. Le ministère de la Défense annoncera officiellement le 5 février 2019, soit 51 ans après les faits, que de nouvelles recherches allaient être entreprises, visant à retrouver l'épave de la Minerve. Le temps a passé, de nouvelles techniques ont été élaborées,
plus fines, plus précises et menées avec des matériaux de dernière génération, ultra performants, dont on aurait pu rêver alors en janvier 1968. Des collaborations aussi précieuses qu'utiles sont passées en même temps avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer Livre-Mer, dont la réputation a franchi depuis longtemps tous les océans et mers, et le service d'hydrographique et océanographique de la marine, CHOM, véritable découvreur des fonds marins jusque-là inexplorés. Le commandant Guéry, patron de sous-marins nucléaires d'attaque particulièrement expérimentés, chargé de mission, repart donc d'une simple feuille blanche en reprenant les pièces du dossier conservé au service historique des armées, le chat à Vincennes, et se met à la place du commandant Fauvet, manœuvrant lors de l'exercice du samedi 27 janvier 1968. Cela n'enlève rien, précisons-le, ici, aux remarquables qualités des sauveteurs de l'époque, qui n'ont pas compté leurs efforts et leurs heures, mais il fallait tout reprendre à zéro pour tenter de percer ce mystère. Très vite, il en vient à déduire que, contrairement à l'option retenue lors de la première campagne de recherche intensive, ce n'est pas qu'une seule erreur humaine qui pourrait être à l'origine du naufrage, mais bien un problème technique. Précisons là, et c'est important, que cette théorie de l'incident technique était susceptible de mettre à mal la crédibilité même du navire, dit à haute performance, et la cote de confiance de la France, vendeuse de ses sous-marins à des marines étrangères. Sujet qu'on n'aimait guère dévoiler pour d'évidentes raisons stratégiques nationales. C'est ainsi qu'une nouvelle zone de recherche est délimitée, précisément située à 20 km du cap Sissier, au large de Toulon et de Sarade, dans une vaste zone de 285 km², où prédominent essentiellement les fonds plats, mêlant vase et sable. La position estimée du sous-marin est située par 40 degrés et 52 minutes nord et 5 degrés et 47 minutes est. Le commandant Guéry fait aussi analyser en détail les relevés sismologiques initialement enregistrés par différents sismographes de la région. Souvenons-nous, par les désormais très puissants calculateurs des ordinateurs du commissariat à l'énergie atomique, afin d'affiner encore la zone de prospection ouverte, qui finalement va se situer légèrement au sud de celle pressentie initialement. Mais le choix initial était cohérent et juste. La Marine nationale reprend aussi tous les relevés enregistrés et toutes les informations nombreuses et diversifiées qu'elles avaient pris le soin de collecter lors des 2 premières périodes de recherche intensive menées entre 1968 et 1970, s'agissant notamment de données sismiques de localisation successive des traces d'hydrocarbures en surface, de la position du vol du Breguet Atlantique en exercice combiné avec la Minerve au moment du dernier contact. En croisant avec beaucoup de méthodologie et de prudence les marges d'erreur déduites de ces différentes données recueillies, une nouvelle zone de recherche est estimée et calculée avec grand soin. Dès lors, les recherches proprement dites peuvent démarrer. Elles se dérouleront en 2 phases successives mais intimement liées. La première campagne technique confiée au navire océanographique de pointe, le Pourquoi pas, s'effectuera en février 2019, incluant notamment des sondeurs multi-vaisseaux de nouvelle génération, des drones sous-marins inconnus en 1968 et en 1970, et le sous-marin Nautile de l'Institut Fremer, déjà cité. Quant à la seconde campagne de recherche approfondie, sa durée initiale a été fixée à 15 jours, au cours du mois de juillet 2019. Elle est menée par le navire de recherche Antea, chargé de vérifier toutes les données antérieures collectées. Il a à son bord un drone sous-marin très performant, capable d'aller à 2850 mètres de profondeur, offrant une précision de balayage du fond d'1 mètre, ce qui est remarquable.
Et en cas de remontée d'un signal positif, un second drone mis à l'eau serait capable de sonder les sédiments de la zone jusqu'à 70 mètres de profondeur. Notons aussi que le mardi 16 juillet 2019, le navire norvégien de recherche et de travaux sous-marins Seabait Constructor, lui aussi très performant en matière de recherche sous-marine, arrive en renfort dans la zone de recherche intensive. Très vite, grâce à la parfaite coopération qui a lieu sur zone, il localisera l'épave supposée, à une dizaine de kilomètres à peine de la zone initiale des toutes premières recherches menées. Nous sommes alors le dimanche 21 juillet à 18h10 et les navires ont déjà exploré 940 km² pendant 5 jours continus. Le lendemain, le lundi 22 juillet 2019, l'information est officiellement dévoilée par le ministre de la Défense. Des précisions annexes, fournies par le chef d'état-major de la Marine nationale, indiquent que l'épave du sous-marin a bien été retrouvée par 2233 mètres, 26 mètres de fond. La précision est hallucinante de détail, à une distance de 45 km au sud-sud-ouest de la rade de Toulon. Dès lors, on sait avec certitude que le sous-marin repose dans la plaine abyssale, située au-delà du seul plateau continental qui part des côtes françaises. Sur la partie visible du massif découvert, les 3 premières lettres de son nom, mine, ainsi que le S de son identification maritime, le S647 d'origine, parfaitement visible sur les parois de kiostes très endommagées. Le reste est composé de 3 grosses parties, de taille variable, situées sur près de 300 mètres de long. Ainsi donc le doute n'est plus permis. À l'avant, l'étrave, très caractéristique des sous-marins Daphné, est clairement reconnaissable. Entre l'avant et l'arrière du sous-marin, visible en 2 morceaux imposants, la zone centrale gît au milieu des innombrables débris dispersés. Aucun autre navire français ou européen signalé perdu ou disparu ne correspond à ces identifications. Reste maintenant à déterminer avec précision et impartialité les raisons qui ont conduit à la catastrophe, ce samedi 27 janvier 1968, car tout le monde veut et a besoin de comprendre. L'enquête s'avérera longue et difficile, tant il appartient aux experts mandatés de rester neutres et impartiaux, tant il leur faut aussi trouver des réponses adéquates. Le mardi 15 décembre 2020, le premier rapport d'enquête, conduit sous la direction du contre-amiral Jean-Louis Barbier, ancien commandant de sous-marins et expert maritime incontesté auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est dévoilé aux familles. Il a pris en compte tous les résultats de diverses plongées effectuées au plus près de l'épave, grâce à un submersible loué et qui est la propriété de l'industriel américain Victor Vesescovo. Les informations sont communiquées par les médias via les ondes de France Bleu Provence et seront également relayées par l'antenne de France Info dès le vendredi 18 décembre 2020. Le rapport remis fait état d'une cause probable de naufrage du submersible qui serait possiblement à imputer à une voie d'eau massive, elle-même imputable à une collision survenue avec un navire de surface non détecté. Toute la démonstration technique s'appuie très largement sur les photographies de ce qui reste de l'épave, ainsi que sur d'innombrables constatations visuelles effectuées lors des 2 plongées successives de l'engin spécialisé, qui ont eu lieu les 31 janvier et le 1er février 2020. Les images incriminent clairement la prise d'air du snorkel, resté en position sortie, alors que le jour du drame, ce samedi 27 janvier 1968, le sous-marin se trouvait déjà en plongée périscopique, en tout cas au moment du drame. Or, curieusement et sans aucune explication rationnelle, le clapet automatique du système snorkel devait empêcher la prise d'eau inopinée apparaît en position ouverte.
Cette position anormale provient soit d'une avarie de son mécanisme, ce qui reste à étudier avec soin car de tels systèmes, on s'en députe bien, sont très redondants en matière de sécurité, soit des suites d'un choc violent avec l'étrave d'un navire de surface non détecté. Les recherches entreprises suite à cette hypothèse identifient de façon formelle 19 bâtiments de tout type, comme pouvant s'être trouvés dans la zone surveillée et scrutée ce samedi 27 janvier au matin. Une visite de chacune des coques est systématiquement effectuée sur 13 d'entre eux, immédiatement accessibles dans des ports et chantiers navals, et sur les 6 autres un peu plus tard, une fois revenus à leur port d'attache. En particulier sur les 2 navires, le Faraman et le Solone, dont la présence est certaine est affirmée vers 8 heures ce samedi-là, sur cette zone au large du cap Sizier. Mais malgré un travail de titan conduit par les enquêteurs qui grattent même les peintures et examinent l'intérieur des coques, à la recherche d'éventuelles réparations, aucune anomalie notable n'est révélée. Les autres recherches n'ont, elles non plus, jamais révélé la présence d'un autre navire dans cette zone. Et aucun navire n'a été endommagé ou, au pire des cas, été signalé perdu aux mêmes heures et aux mêmes jours en mer Méditerranée. Il paraît en effet impensable et techniquement impossible qu'un navire qui, en naviguant, ait abordé violemment le submersible et n'ait pas enregistré de dégâts significatifs. L'enquête judiciaire et l'enquête technique en resteront donc là, même si certains membres des familles des disparus s'interrogent. Peut-être, diront d'autres, faut-il à un moment donné savoir raison garder. Peu après, le préfet maritime de la Méditerranée, à Toulon, l'amiral Charles-Henri Duché, indique que l'épave ne sera finalement pas renflouée, ayant de fait la nature d'une sépulture maritime. Avec tact, il omet de préciser que cette opération, si elle avait bien été envisagée à un moment donné, se serait inévitablement heurtée à des enjeux techniques très lourds et à un coût sans nul doute exorbitant. Et pour clore ce chapitre, pourrions-nous dire, le dimanche 15 septembre 2019, une cérémonie officielle est organisée en mer, à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, navire de commandement de la Marine nationale. 38 des 52 familles des disparus sont présentes à son bord. Le navire vient longuement se placer au droit de l'épave pour un hommage solennel. Déjà la veille, le samedi 14 septembre 2019, un hommage solennel avait été organisé à terre à Toulon, devant le monument national des sous-mariniers, dans le parc de la Tour Royale à Toulon. Des milliers de Toulonnais, de provinciaux, mais aussi des Français anonymes y étaient présents, dans un silence et un recueillement forçant le respect. Enfin, le dimanche 2 février 2020, une plaque commémorative sera posée à même l'épave de la Minerve, notamment au moyen d'un sous-marin privé et d'un navire de surface, le Pressure Drop, où se tient l'Américain Victor Vescovo, déjà cité dans ce récit, ainsi que le fils du commandant de la Minerve, à l'époque du drame, Hervé Fauve. Notons, à titre de précision, que c'est précisément ce navire, le Sidben Constructeur, propriété de l'entreprise privée américaine Ocean Infinity, équipé de toute une petite flottille de robots sous-marins, qui avait déjà repéré et identifié le submersible argentin, le San Juan, disparu fin 2018 au milieu de l'Atlantique Sud. Aujourd'hui, partout en France, et pas seulement à Toulon ou dans le Var, de nombreux ports, villes, monuments, établissements publics rappellent aux plus jeunes générations, grâce à des plaques, des noms de rues ou des lieux, la mémoire de ce drame qui a endeuillé la France ce samedi 27 janvier 1968. Les sous-mariniers étaient originaires de toute la France. C'est la fin de cette dramatique affaire. En mémoire à tous ces sous-mariniers qui ont perdu la vie en mer. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.